Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, bonsoir à ceux qui nous rejoignent et au cœur de la Champions Cup, l'ancêtre de la Coupe d'Europe, la Coupe des Champions donc que découvre aujourd'hui l'Aviron Bayonnais et notamment au Munster. Et de quelle manière pour l'instant. Il reste 10 minutes dans ce match, 70 minutes à Thomond Park, 17 pour le Munster, 10 pour Bayonne, et les Bayonnais sont dans le coup avec Arthur Ituria qui est dans les 22 mètres irlandais, et le ballon qui ressort maintenant avec ce ballon qui arrive pour Tadji, l'auteur de l'essai bayonnais de la 48e minute. Allez. Et ils sont plus qu'à 3 mètres de la ligne. Laurent Cardona est avec nous, il y a également Alexandre Priam, mais attention à qui laisse échapper ce ballon et qui est récupéré par les Munstermen qui dégagent leur camp avec Spring qui le récupère. Spring qui est face à Casey, le demi-de-mêlée international du Munster qui a fait son entrée à la place de Conor Murray il y a quelques minutes. Mais les Bayonnais ont toujours la main sur le ballon. Ils ont reculé. Bonne à gauche. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, ils sont partis à droite. Alors, ce qui se passe, c'est que surtout, ils en ont le contrôle de ce ballon avec un Machno qui fait parler son expérience, qui maîtrise la situation et surtout, quel cœur, quelle générosité. 9 minutes à jouer, 7 points de retard, un essai transformé donc à marquer pour les Bayonnais pour revenir à hauteur du Munster, double champion d'Europe en 2006 et en 2008. Bref, il y a peut-être là un exploit qui se trame, Laurent Cardona. Ouais, et c'est dommage, ces petites fautes techniques, cet en avant de Hakier à 5 mètres de la ligne, là à nouveau un en avant Bayonnais, c'est dommage parce qu'ils ont surtout si ce match se termine, s'il venait à se terminer sur ce score-là, les Bayonnais ont fait une prestation énorme au Munster et ça fait vraiment plaisir de les voir jouer comme ça. Et c'est ces petites précisions techniques, mais on l'a dit tout à l'heure, il y a du vent, il fait froid, il pleut. Bien évidemment, c'est pas simple de tenir le ballon dans des zones d'affrontement comme celle-ci. Les joueurs du Munster aussi font des en avant. Donc voilà, vraiment cette petite imprécision technique qui gâche un peu la fête. Là où les Munsterman souffrent. Comme cette passe au pied, balle ajustée par Crowley à destination de Ben Connor, son ailier. Non, c'était pas Ben Connor, c'était McCarthy, l'auteur du premier essai irlandais. Eh bien, voilà, c'est osé parce que, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une touche qui va être concédée par le Munster à 30 mètres de la ligne des Irlandais. Et voilà encore une munition intéressante pour les Bayonnais, les hommes de Grégory Patat qui sont en train de réussir leur baptême, Laurent Cardona, Alexandre Priam, dans cette Champions Cup. Oui, clairement, je disais que cette transversale au pied était osée parce que je viens de dire qu'il pleut, fait du vent, il fait froid. Pour un ailier, c'est pas lui donner un cadeau de lui envoyer un ballon aussi difficile à attraper dans des conditions peut-être totalement sèches où s'il pleuvait pas. Surtout à ce moment-là du match avec ce score-là. Enfin, bien sûr, je suis entraîneur, je le dis, mais t'es fou. C'est hyper osé, t'as raison Alexandre, c'est hyper osé, parce que si ça tourne mal, c'est ballon pour les Bayonnais et c'est ballon pour les Bayonnais. Oui, tout à fait, avec Hakier qui est au lancer et l'alignement bayonnais avec Ituria qui est en début d'alignement et qui capte parfaitement ce ballon, lui, l'international bayonnais arrivé de Clermont à l'intersaison avec ce ballon porté qui est bien enclenché, mais il y avait les mains baladeuses de Tagburn là il faut le sortir parce qu'ils nous ont un petit peu gênés là, ces Irlandais avec ils savent faire et ils ont rendu le môle improductif de l'Aviron Bayonnais et récupèrent l'intro avec beaucoup de métier alors que sincèrement ils étaient pas bien à ce moment-là les Irlandais. Il y a juste eu un peu le métier de Tagburn là qui s'est laissé aspirer qui est resté collé comme un Bernard l'ermite sur le dos d'un Bayonnais qui a glissé sa main. Comme une moule sur son piqué quoi. voilà pour les Charentais qui nous écoutent, s'il y en a, même si toi Angoulême t'as peu de moules sur les piquets. Non, il y a peu de moules en Charente-Maritime, un peu plus, mais il y a peu de moules. Nous, on a les escargots, c'est les escargots qui sont collés sur les piquets chez nous. La cagouille charentaise, sa particularité, c'est qu'elle ne recule jamais. Ah oui, d'accord. Mais elle avance lentement. Oui, c'est vrai, mais l'escargot ne recule jamais, donc c'est l'emblème du SA15 notamment. D'accord, le SA15 qui, on le rappelle, a battu Agen hier, voilà, pour essayer de se donner un petit peu d'air dans cette Pro D2, voilà, avec notamment, on le rappelait tout à l'heure, la belle performance de Provence Rugby à Vannes, voilà, qui est allé Provence s'imposer chez le leader Morbihanais. Et surtout le ballon est quand même toujours conservé par les Munstermen et notamment Kendelen là, qui le troisième ligne remplaçant qui fait une bonne rentrée là. Tout à l'heure il a obtenu un grattage et là on le sent quand même solide, tout comme Casey
le demi-mêlée international, bon jeu au pied, de pression, la hauteur de Rémi Bagé sur les 40 mètres bayonnais. Il est quand même excellent, Bagé, toujours avec du cœur. Futur castré. Ouais, futur castré, mais c'est quand même un solide. Prasidze qui a fait son entrée côté bayonnais à la place de Machno. Voilà le demi-mêlée avec son casque caractéristique. Encore. J'aurais aimé que Luc Pierce prenne le Munster au sol, là, c'est incroyable, quoi, qu'il le laisse. Ça y est, quand même. Ça y est. Il vous a écouté, mais je pense qu'il écoute Sud Radio en même temps. Il a deux plus de 5 secondes pour prendre le mec au sol, et c'est pas. Oui, c'était le talonneur Clark. Avec Clark, le talonneur remplaçant, qui effectivement était tranquillement installé avec sa toile de tente dans le camp, dans le camp bayonnais. Bien saucisson. Allez. Elle est belle, la touche de Dolagara. Ah ouais, elle est belle, et elle peut-être provoquer à 5 minutes de la fin offrir cette balle de match pour des bayonnais. Ah ben ouais, ça serait super, parce qu'ils le méritent sur ce match. C'est eux qui ont fait un beau match. Il faut honneur à la compétition et au club français. 14 pénalités concédées. Côté bayonnais, parce attention. Que le Munster, ils sont redescendus de leur piédestal, ils s'attendaient à un petit match tranquillou, facile dans leur stade, et ils se sont aperçus que non seulement ils l'auraient pas facile, mais que peut-être on finirait sur un match nul. Ouais, et peut-être ils vont regretter les pénalités non tentées en première mi-temps. On a pris beaucoup de pénales touches côté irlandais, et peut-être que en cette fin de match ils doivent le regretter. En tout cas, 4 minutes et 35 secondes à jouer. Le lancer à qui est juste sur la ligne des 22 du Munster, bien capté en fond d'alignement par Huguet, et ce ballon là qui ça déclenche, c'est bien parti, c'est puissant, c'est surtout bien maîtrisé. On n'est plus qu'à 15 mètres de la ligne du Munster. Il réalimente en défense. C'est Bagé à Prasidze pour Bagé. Laissez Bayonnais le deuxième. Cela fait 17-15 en direct sur Sud Radio. À 4 minutes de la fin de ce match, on revient à 2 points pour les Basques, à 2 points sur la pelouse du Munster. Les quelques supporters qui ont fait le déplacement, qui exultent effectivement, et Bagé, voilà, c'est des joueurs qui doivent apprécier, eux qui font leur début avec leur club de cœur. Il y avait tout à l'heure Peyo Muscarditz également qui a dû sortir en première mi-temps, mais c'est un symbole assez fort pour ces joueurs. Et là, quel molle et quel petit côté bien joué, bien négocié par Prasidze, Laurent. Arriver à gagner 20 mètres au Munster sur un maul, les faire reculer, les faire déjouer. Le symbole est beau. C'est magnifique. Et franchement, cet essai, alors c'est pas un essai construit avec des dizaines de passes, 800 temps de jeu, mais le rugby, c'est ça aussi. C'est le rugby qu'on aime, quoi. Ouais, elle est pour Dolagaray. Le numéro 10 de l'Aviron Bayonnais, complètement bord de touche, mais de son bon côté, elle est partie, elle y va 2 points de plus, c'est validé. 17 partout. À 3 minutes de la fin du match, les Bayonnais qui sont revenus à égalité avec le Munster. C'est un exploit retentissant que sont en train d'accomplir les joueurs basques, et que l'on vit sur Sud Radio, bien sûr. Ils le méritent, ces joueurs basques. Ils ont produit toutes les formes de jeu, Laurent, depuis le début de ce match. Ah oui, ils ont réussi à alterner, ils ont réussi à faire déjouer le Munster dans les temps forts du Munster. Ils les ont fait déjouer sur leur ligne. Ils ont été trop pénalisés à mon sens, mais bon, ils ont quand même réussi à les combattre. Et dès qu'ils étaient les Bayonnais étaient en temps fort, là, cette fois-ci, ils savaient quoi faire du ballon, quelques petites imprécisions techniques, et là, ils récupèrent encore un ballon. Ils se disent qu'ils peuvent le faire. À hauteur, magnifique, ils écartent là. Mais on voit des gestes techniques superbes. À hauteur de la ligne maintenant des 22 mètres, on pénètre. Il y a eu du déployé, il y a tout eu des offloads des troisième lignes. Bref, on se lâche totalement. Et je pense que ce match va compter dans leur saison pour leur confiance, parce que ce qu'ils produisent là, c'est un très grand rugby, avec notamment Cheikh Tibérien là qui essaie d'apporter sa puissance. Le jeu s'est ralenti. Tadji également, le Fidjien international, qui lui aussi vient apporter toute sa puissance et sa densité. Le jeu s'est ralenti. Il y a Rémi Bourdeau au ballon récupéré par Tykeburn, et voilà, Tykeburn, c'est du solide aussi, titulaire en deuxième ligne de l'équipe d'Irlande, et il a fait un gros boulot. Et le coup de pied de Casey, il fait mal, le coup de pied, je crois que le lancer à 1 minute 30 de la fin, 17 partout. Le lancer, il sera pour qui? Est-ce qu'il a été? Il sera pour Bayonne. Il sera pour Bayonne. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il va falloir bien la négocier, cette touche, parce que voilà. Et pourtant,
quelle était belle cette action, Laurent Cardona là, avec ce ballon récupéré au sol, et derrière ça s'est enchaîné, c'était magnifique, hein. Il y a eu de tout. Il y a eu du jeu d'avant, du jeu de trois quarts, des offloads, des retours intérieurs, des croisés. Les Bayonnais ils se sont vraiment lâchés totalement en se disant pourquoi pas le faire. Et il y a encore cette petite imprécision technique où les Munsterman ont récupéré en 1-1 le ballon. Donc voilà, et après derrière il y a un coup de pied qui a traversé le terrain. Et là il récupère la touche, c'est vraiment dommage pour ce Bayonnais. Ouais, ballon perdu par les Bayonnais, ballon récupéré par le Munster avec le centre Nankivel, pas de faute, mais ça va être compliqué parce que Casey accélère les libérations. Ben O'Connor essaie d'apporter toute sa puissance. Et oui, on est à 30 mètres de la ligne de Bayonne. Il reste 30 secondes dans ce match. 17 partout entre le Munster et Bayonne. Avec maintenant ce Crowley, l'international du Munster là qui oui, mais ça joue toujours. Ce ballon qui rebondit, qui est encore dans les mains du Munster à 25 mètres de la ligne de Bayonne. Pas de faute sifflée par Monsieur Pierce. On continue toujours d'insister dans le même sens. On pénètre maintenant quasiment dans les 22 mètres de Bayonne. Les Bayonnais qui reculent mais qui ne se mettent pas à la faute, qui défendent bien face à des Munstermen qui sollicitent une cellule d'avant là. Allez, ça tape fort, hein. Quasiment dans l'axe des poteaux. On repart dans le fermé avec Tagburn. Bien plaqué. Attention par Tadji, le Fidjien, double plaquage sur Tagburn avec maintenant le ballon qui est toujours dans les mains du... Est-ce que c'est gratté? Non, c'est pas gratté. Et c'est Casey qui le sort. Et 80 minutes, ça y est. On est dans ce qu'on pourrait appeler le temps additionnel du rugby. En tout cas, la sirène aurait retenti, mais c'est pas la même règle en Coupe d'Europe. Donc attention. Et les Munstermen qui ont un dernier ballon. Il faut absolument que les Bayonnais tiennent pour garder ce nul plus que méritoire, hein. C'est un résultat historique pour un début en Champions Cup. Il faut absolument ne pas se mettre à la faute, ne pas concéder de pénalité à 25 mètres des poteaux bayonnais. Et voilà, il garde le fil défensif, mais pas facile parce que Monsieur Pierce, il peut se faire des amis en Irlande. Il recule le Munster, hein. Il recule sur la rush défense des Bayonnais. Il recule. Hein. Chaque impact, c'est les Bayonnais qui prennent l'ascendant. Et du coup, ils n'en font rien. Ils attendent la pénalité sifflée par Luc Pierce. Ils l'attendent. Le drop de Crowley. 35 mètres face au poteau. Ça passe à droite. C'est manqué. Et donc Bayonne va réussir l'exploit de décrocher le match nul sur la pelouse du Munster pour leur début dans la Champions Cup. Ils exultent comme s'ils avaient gagné une finale de top 14, mais ils le méritent parce qu'ils ont fait un grand match et Bayonnais nous ont fait plaisir et on s'est régalé à commenter ce match. Quelle partie, quel début en Champions Cup. 17 partout, 2 essais pour le Munster, McCarthy, Combs en première mi-temps et 2 essais Bayonnais en deuxième mi-temps. Tadji Bagé, l'essai de Bagé à la 77e minute qui a permis donc aux Bayonnais de revenir à 17 partout, qui est le score final. Ils sont un petit peu bouche bée, nos amis irlandais. Et là, peut-être qu'ils vont se rappeler de ces pénal-touches qui n'ont pas été convertis au pied. Moi, on a tous joué au rugby autour de cette table et on a toujours appris à d'abord prendre les points, même si on vise un bonus, même si on pense que le match va être facile, parce que sur la feuille de match, on a l'impression de surdominer l'équipe adverse. Le respect du rugby nous apprend à d'abord prendre les points, ensuite prendre le large et après viser autre chose. Là, eux, ils ont cherché à chercher le bonus tout de suite, sans même se dire est-ce qu'on va le gagner ce match. C'est une petite forme de prétention qui leur a joué des tours. Et les Bayonnais ont répondu présent dans cette première journée de Coupe d'Europe. Et ce match nul est totalement mérité. Peut-être même plus si jamais eux aussi leur imprécision n'avait pas, mais eux ils ont respecté le jeu, ils ont pris les points et à aucun moment ils se sont dit tiens on va faire autre chose que prendre les 3 points quand on est 22 mètres face au poteau quoi. 17 partout, voilà les Bayonnais qui décrochent le nul sur la pelouse du Munster. Pour une entrée en matière, c'est une entrée réussie. On rappelle qu'il y a eu les 2 essais bayonnais en deuxième mi-temps, mais qu'il y avait eu un essai magnifique des Bayonnais, mais invalidé pour un avant un petit beaucoup plus tôt dans l'action. Un essai de chaque Tibérien, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir une victoire aujourd'hui, Alexandre, des Bayonnais sur la pelouse de Salomon Park.
Ouais, franchement, je le vois comme une victoire, ce match nul. C'est peut-être le meilleur match de l'Aviron Bayonnais depuis le début de la saison. En tout cas, à l'extérieur, c'est sûr et certain. Mais c'est un match référence, je pense, pour Grégory Pata. Et en plus, en faisant un petit peu tourner derrière, je dis bien un petit peu, mais les rentrants, Ituria a beaucoup apporté, Bordeaux a beaucoup apporté, et Binarté, oh là, c'est moi qui le foire maintenant. Erwin Artegaray, carton bleu, a beaucoup apporté aussi. Franchement, un plaisir à suivre cette équipe de l'Aviron. Ouais, on rappelle quand même que le Munster avait accroché le Leinster, je crois, en URC là, dans leur ce qu'on appelait nous avant la Ligue Celt là. Il y a eu, c'était la semaine dernière. Il y a oui, mais je crois qu'il y a une semaine, les deux équipes se sont rencontrées et il y a eu, je crois, 21 à 16. Le Munster la semaine dernière avait récemment, donc oui, c'était la semaine dernière, avait battu Glasgow 40-29, mais la semaine précédente, effectivement, ils ont perdu de 5 points seulement au Leinster, tout en étant vraiment très très solide face au Leinster. Non, franchement, faire ça, c'est très fort de la part de l'Aviron. Ouais, et pas de Camille Lopez dépendance. Non, c'est clair. Oui, exact. Non, mais c'est vrai, on le dit souvent. Qu'est-ce qu'elle serait cette équipe sans Camille Lopez? Tu vois. Voilà. Ouais, là on a vu effectivement une bonne équipe. On a vu aussi une grande troisième ligne à Huguet et Guy qui ont joué les 80 minutes, qui ont été absolument. J'ai quelques stats pour vous dans un instant. Voilà, on les attend bien sûr. Il y a pas un Cassim aussi par exemple. Oui, tout à fait. Non, mais ça avait un peu tourné en plus. Alors, l'équipe Grégory Patat avait fait tourner aussi cette équipe pour récompenser ceux qui avaient permis les historiques qui avaient permis la qualification pour la Champions Cup comme Muscarditz notamment. Eh bien, il avait aligné aussi cette équipe-là qui avait du cœur et qui a plus que défendu ses chances. 17 partout. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de Sud Radio, la performance de Bayonne au Munster, voilà, chez le double champion d'Europe, qui a essayé d'asphyxier nos Bayonnais, et ce sont les Bayonnais qui ont terminé plus fort. Ça, c'est aussi l'un des enseignements, Laurent Cardona. On entend toujours que le top 14 est plus lent, etc. Je crois pas, non. Mais là, on a vu quand même que malgré une équipe entre guillemets un peu mixte côté bayonnais, avec quand même une très bonne équipe, et voilà, on a vu une équipe qui a tenu la distance physiquement. Ouais, elle est très légèrement remaniée par Grégory Patat et c'était voulu. On utilise ce genre de match. Et quelles sont les ambitions de l'Aviron Bayonnais sur cette Champions Cup? Probablement, je sais pas ce qu'ils y visent, mais en tout cas ils l'utilisent pour faire tourner. Et effectivement, le Munster a choisi dès le début de match, c'était flagrant dans les 10 premières minutes, de tenter d'asphyxier les Bayonnais. En jouant tout, même dans l'entrejeu, dans la zone 40-40, en jouant tous les ballons, utilisant très peu le pied, donc c'était une forme d'asphyxie, de tenter de les pousser à bout, Bayonnais, et finalement, on retrouve des Bayonnais qui 10 minutes à la fin font tout le jeu et peuvent même faire déjouer totalement le Munster, qui essaye de se raccrocher à un drop super mal tapé qui passe complètement à droite. Donc ce match nul est vraiment une victoire, on peut le dire, au Munster. Au Munster là-bas, pour les Bayonnais qui appréhendent tout, la découverte de cette compétition, une intensité différente. On dit que c'est souvent la Coupe d'Europe est plus intense que peut être le top 14. Mais enfin, il y a des gros matchs en top 14 qui ont toute cette intensité aussi. Ouais, et en tu vois, et tu parlais de la troisième ligne, François, Pierre Huguet, 19 plaquages, 19 sur 20, c'est quand même très fort. Bon match. Et Guy, 20 sur 21 au plaquage. Surtout, c'est des plaquages qui ont fait avancer leur équipe. Ah ouais, plaquage offensif. C'est 17 plaquages. Non, mais c'était Facundo Bosch, 17 plaquages est à l'honneur. C'est quand même, gros match. Puis la mêlée a été très bonne, la touche, ils ont fait plus que bonne figure, donc non, tous les secteurs de jeu, notamment en conquête. Mais attendez, on fait plaisir la stat est hallucinante. La stat de Bayonne est hallucinante. Elle vient d'apparaître devant mes yeux. 181 plaquages réussis, 12 manqués. C'est-à-dire que là, on est à 90% de réussite. C'est énorme en Coupe d'Europe. C'est énorme comme réussite. Ouais, on est sur les standards internationaux. On va se retrouver dans un instant parce qu'on va continuer de débriefer cette première des Bayonnais dans la Champions Cup, ce match nul au Munster 17 On aura des réactions de Toulon et de Toulouse aussi. Voilà, parce qu'il y a eu des matchs et puis bien sûr on va se projeter ensuite sur Bristol-Lyon, le prochain match de la soirée sur Sud Radio, la radio du rugby. 17 partout, l'exploit de Bayonne au Munster. Il
ont failli l'emporter. Ils l'ont surtout décroché pour leur première en Champions Cup. C'est Bayonnais, un match nul absolument magnifique au Munster, voilà, dans une des grandes places fortes du rugby européen, du rugby irlandais. À Thomond Park, ça a été un grand match, 2 essais partout. Et voilà donc des débuts très réussis. On en parlait avec Laurent Cardona, avec Alexandre Priam, bien sûr, pour revenir sur les stats, parce qu'il y avait des stats de plaquage absolument incroyables. Voilà, très peu de déchets. 90% de réussite. 90% de réussite au plaquage. Et puis surtout quand même une qualité de jeu. Laurent, au-delà des chiffres, on a vu ce qu'il faut voir sur un terrain de rugby, c'est-à-dire du cœur de l'organisation et de la qualité technique. Hein. Ouais. Déjà beaucoup de cœur, mais ça je crois que les Bayonnais on le démontre depuis toutes ces saisons qu'ils sont en top 14. Ils ont reproduit le schéma en Coupe d'Europe, et derrière, au-delà du cœur, parce que c'est beau d'avoir du cœur, hein, mais si t'es nul en conquête, tu peux pas avoir de ballon. Donc ils ont montré que ils ont été capables de dominer en mêlée. 2, en touche, récupérer leur propre ballon. Je crois qu'ils ont très peu de déchets aussi en touche. Ils ont dû perdre peut-être un ballon. Et puis après, dans le jeu, balle à la main, dans l'entrejeu, ils ont été vraiment très performants avec. Et puis ils ont osé. On les a sentis lâchés. On n'a pas du tout senti une équipe qui avait peur éventuellement du grand Munster qu'ils avaient en face d'eux. En plus, à domicile en Irlande et là-bas. Donc ces Bayonnais ont obtenu un match nul totalement mérité au vu de leur contenu, et on l'a dit tout à l'heure, s'ils avaient eu plus, ça aurait été aussi mérité. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est le nombre de franchissements aussi, Alexandre. Par exemple, tu vois le Munster, t'as 12 défenseurs battus, 3 franchissements. C'est correct, mais alors en face, 25 défenseurs battus, 6 franchissements. En fait, c'est du simple au double entre le Munster et Bayonne. Et en fait, toutes les statistiques vont dans ce sens-là. L'équipe aujourd'hui qui a dominé sur les statistiques, en fait, c'est Bayonne. La statistique de plaquage, elle est même maintenant réévaluée à 94,4% de réussite au plaquage. C'est hallucinant comme stat. Il y a juste aujourd'hui, un point qui a fait mal, je pense, et qui a empêché d'avoir plus d'essais, ce sont les nombres de ballons perdus. 15 ballons perdus. L'imprécision. Et la discipline, 14 pénalités, c'est trop. Ouais. Ah oui, la discipline, on l'a dit dès le début, 14 pénalités, ça fait énorme. Et puis cette petite imprécision technique, ces petits en avant de dernière minute, on l'a dit, cet essai refusé sur un en avant de Facundo Bosch au sol. Alors oui, on va dire que le ballon était glissant parce qu'il pleuvait, il faisait froid, il y avait du vent, mais encore une fois, il est glissant pour les deux équipes, donc il y a ce petit bémol dans toutes ces stats ultra positives. Il y a quand même ce petit bémol de ballon perdu qui a empêché les Bayonnais de faire plus, qui aurait été mérité encore une fois que ce match nul qui fait plaisir à voir au vu de l'engagement qu'ils y ont mis et le cœur qu'ils y ont mis. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir à voir. On va se retrouver dans un instant. Quentin, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es d'accord avec Emmanuel Larinardoki et Philippe Spanghero. Ah, ben on se retrouve dans un instant. Allez, à tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. La Champions Cup, Bristol face à Lyon pour la suite de cette journée, c'est à partir de 21h. Dans quelques minutes, les destins du rugby avec Philippe Spanghero qui reçoit aujourd'hui Emmanuel Larinardoki. Et puis, bien sûr, ce nul du l'Aviron Bayonnais au Munster, 17 partout, c'est la poule 3. Prochain match pour les Bayonnais, ce sera Glasgow. Voilà, il y avait d'autres matchs aujourd'hui, notamment Toulon face à Exeter, c'est la même poule, la poule 3. Toulon battu 18-19 à la dernière seconde sur un essai transformé par Andrew Slade, l'international d'Exeter, une jeune équipe d'Exeter, mais qui a surtout fait plier le RCT à Mayol. On va écouter Charles Olivon au micro de Mathias Merlot. Mais comme vous vous en doutez, ouais, très grosse frustration parce que voilà, on a été consistant dans l'effort, dans l'énergie, dans l'application. Enfin, consistant dans l'effort, dans l'énergie, peut-être pas dans l'application de la stratégie sur 80 minutes, mais voilà, on a beaucoup donné. Donc voilà, c'est difficile de perdre d'un point à la dernière seconde, mais c'est le haut niveau. C'est comme ça, à nous d'apprendre, de continuer à travailler, d'apprendre de ces matchs-là, parce que c'est des matchs qui se joue sur des détails. C'est un peu bateau de dire ça comme d'habitude, mais encore plus sur des week-ends comme ça. Voilà, ça se joue à la dernière action sur des détails.
Voilà, on sent Charles Olivon déçu, effectivement, doublement déçu parce que son coéquipier Baptiste Serin s'est gravement blessé, Alexandre. On a cru que c'était le coude et c'est finalement l'épaule. Hein. Ouais, luxation de l'épaule. Elle a pas pu être remise cette épaule au bord du terrain, ni dans les coursives. Il a fallu aller à l'hôpital. Cette fois-ci, ça a été fait. On attend évidemment avec plus de précision la suite des examens, mais on table pour l'instant pour la replacer. Ouais, et on estime minimum à 5-6 semaines quand même son indisponibilité. C'est une épaule déjà strappée de Baptiste Serin en plus. On voit son strap dépasser du maillot à chaque match qu'il joue. Et un hématome trop important pour savoir exactement la date d'absence. Et Alexandre, minimum 5-6 semaines et peut-être même plus apparemment. Voilà. La mauvaise nouvelle du jour pour le RCT, en plus de la défaite. Juste un petit point, on n'est pas là pour faire le procès des arbitres bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a eu 2-3 décisions, Laurent Cardona, qui ont un peu fait parler, qui n'étaient pas en faveur du RCT aujourd'hui. Alors, je pourrais être tout à fait transparent avec toi, François. Je l'ai pas vu ce match. Par contre, j'ai écouté les déclarations, notamment de Charles Olivon, qui est quand même quelqu'un de très réservé, qui a dit, et une petite phrase qui passe pas inaperçue: il y a une grosse différence d'arbitrage entre le top 14 et la Coupe d'Europe. Ça veut tout dire et rien dire. On le prend comme on veut, dans le sens qu'on veut, mais quand Charles Olivon, un peu à la Antoine Dupont, qui s'exprime sur l'arbitrage, ça veut dire qu'il tempère, mais donc je vais le regarder parce qu'il va m'intéresser. Et voilà, je pense que le RCT a perdu plus qu'un match aujourd'hui, en perdant son demi-mêlée phare, qui était en forme internationale, tu l'as dit tout à l'heure, qui aurait pu éventuellement souscrire à une nouvelle nomination en équipe de France, parce que je le voyais vraiment au-dessus de tous les demi-mêlées que nous avons en top 14 actuellement. Ouais, même si Maxime Lucu fait un excellent match hier au Connard et un excellent début de saison, enfin en reprise de saison après Coupe du Monde avec l'UBB, et d'ailleurs on va dire toute la ligne d'attaque de l'UBB qu'il a emporté, on le rappelle hier, 41-5 en Irlande au Connard. 17 partout, c'est Bayonne au Munster. Voilà, il y avait 2 équipes françaises en Irlande. Demain, il y aura La Rochelle face au Leinster. Mais un petit peu plus tôt dans l'après-midi, on l'a vécu sur Sud Radio, Alexandre, il y avait Toulouse face à Cardiff. Un récital 52-7. On écoute Antoine Dupont, qui a été, on va dire, écouté et coupé par Rémi Mességuet. Il y a toujours une atmosphère particulière ici à Toulouse quand on attaque la Coupe d'Europe. On sait l'appétence qu'a ce club pour cette compétition. Ça a toujours une saveur particulière. On change de ballon, on change de maillot. Donc il y a toujours un petit truc qui fait que ça donne un peu de fraîcheur, de nouveauté. Et on a tous envie de bien figurer dans cette compétition. On connaît le format. On sait que dès le premier match, dès la première minute, il faut être prêt. Sinon ça pardonne pas. Et je pense que l'équipe a bien réagi aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'elle a plutôt bien réagi. Alors, on va dire de Antoine Dupont à tous, finalement, Alexandre. 7 essais inscrits. Voilà, ils ont fait le plein. Je peux les donner si tu veux. Lebel, Arnold, Kinghorn 2 fois, Gelon, Rottière et Placine. Voilà, donc ça fait quand même une ribambelle d'essais, effectivement, François. Et puis, je voulais donner un petit mot. Tu vois, dans tes résultats, il y en a un que je trouve très très intéressant. Ce sont les Bulls de Pretoria qui ont battu les Saracens. Parce que là, c'était quand même un gros défi. 27-16, c'est une bonne indication. Côté Bulls, il y avait Willy Leroux, David Creel, Kurt Clarence, Johan Goosen, tiens par exemple. Mais côté Saracens, Elliot Daly, Sean Maitland, Owen Farrell. Il y a eu un rouge, je crois, pour Venipula. À la rouge, effectivement. Ouais. À la 52e. Et ça a peut-être changé les choses. Non, il s'était déjà mené et Daly marque un essai et Farland marque un essai après le carton rouge. 61e et 71e, ouais. Et du coup, justement, les Bulls n'ont pas marqué en supériorité numérique, pas un seul point. Voilà, au Loftus Versfeld de Pretoria, stade que le 15 de France connaît bien, mais où il est difficile d'aller gagner chez les Bulls, véritable citadelle du rugby sud-africain, puisque vous le savez, les Sud-Africains et les provinces font partie de cette Champions Cup. Juste, on rappelle que en challenge, défaite de Pau aux Sharks à Durban 45-5, victoire de Castres face aux Scarlets 34-16. Ouais, bien sûr, qu'il y a un super essai. Mais 17 partout, c'est ce qu'on retient de Bayonne. On va te remercier, Laurent Cardona. Avec plaisir. Parce que là, on va laisser Philippe Spanghero recevoir Imanol Arinordoki. Ce sont les destins du rugby. Puis ensuite, on filera du côté de Bristol, où Lyon se déplace, et on retrouvera Julien Thomas qui viendra renforcer l'équipe avec Alexandre Priam. Tout de suite, Philippe Spanghero avec Imanol. Bonne soirée.
Sud Radio, les destins du rugby français. Manuel Arenardocchi, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous du samedi, les destins du rugby sur Sud Radio. Alors on revient sur des parcours atypiques qui ont marqué l'histoire de notre sport en France, mais pas que. Alors on va revenir assez loin avec toi sur ton histoire avec le rugby. Elle a démarré beaucoup plus tard que ce que j'imaginais, a priori, si mes fiches sont bonnes, à l'âge de 13 ou 14 ans, c'est ça ? Ouais, bonjour Philippe. Effectivement, je suis arrivé sur le tard, comme on dit, au rugby, après avoir pratiqué pas mal d'autres sports, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et j'ai intégré l'équipe de l'US Garassi sur mes 14 ans, effectivement. Ouais, c'est assez tard finalement dans une région où quand même le rugby a une très grande place et où en général les enfants y vont beaucoup plus tôt. Alors on reparlera des tiens plus tard, mais qu'est-ce qui t'amène au rugby concrètement ? Alors c'est vrai, comme tu le dis, c'est un peu paradoxal puisque au Pays Basque, notamment à l'intérieur, tu passes toujours par la pelote et le rugby. Alors j'ai fait de la pelote et je suis arrivé au rugby un peu tard. J'ai même joué au foot et à l'âge de 13 ans, j'ai eu des problèmes de croissance. Voilà, j'ai grandi d'un coup, donc j'ai dû arrêter le sport pendant pratiquement 6 mois pour consolider mes cartilages. Et quand j'ai repris le sport, pas mal de copains étaient passés au rugby. Et donc, je les ai suivis naturellement. Et c'était plus pour suivre les copains au début. C'est pas forcément un sport qui m'attirait, ou en tout cas, moi, jamais forcé à jouer au rugby, même si toute ma famille joue au rugby. J'allais voir un peu les matchs le dimanche avec mon père et mes oncles, mais j'avais pas forcément d'attrait. Et c'était vraiment d'abord, avant tout, le fait d'être avec les copains, tout simplement. Et j'étais un garçon quand même qui avait besoin de me défouler. De m'exprimer dans le sport, et voilà, j'ai trouvé un bon défouloir dans le rugby. Ça m'a permis de me défouler. J'aimais pas trop le ballon au début, ça a changé après, mais j'aimais vraiment plaquer, me défouler. Puis j'ai trouvé cette atmosphère comme une deuxième famille qui n'existait pas dans les autres sports, à savoir c'est des choses simples, mais finalement c'est le goûter d'après-match ou avec ce bon vieux sandwich au pâté. C'est les souvenirs qu'on a tous quand on a joué au rugby. Et voilà, c'était un peu l'esprit qu'il y avait aussi en dehors du terrain. Voilà, on passait du temps ensemble et j'ai vraiment gardé aussi des copains de cette époque-là. Donc, en premier lieu, c'est ça qui m'a plu, c'est le fait de pouvoir me défouler. Et en fait, ce qui transpire, c'est que finalement, tu passes quand même du temps avec des qualités et puis un parcours sportif intéressant, sans te projeter trop, puisqu'il y a le choix de Pau ensuite en 99. Avec une très belle équipe à Pau à ce moment-là, dans laquelle tu vas t'épanouir. Mais c'est un choix qui est fait pour coupler la passion du rugby avec les études. Est-ce qu'au moment de Pau, tu te projettes vraiment dans une vie de rugbyman pro, ou tu n'es toujours pas sûr de toi à ce moment-là ? Non, c'est vraiment venu au fur et à mesure. C'est vrai que quand j'ai commencé au rugby, j'avais une certaine dextérité, parce que je venais de la pelote, je jouais aussi énormément beaucoup au basket. Donc on va dire que j'étais pas trop maladroit de mes mains. Mais moi, le rugby, c'était m'entraîner une fois par semaine, jouer le samedi avec les copains et aller boire 2 coups après le match. C'est vraiment ce qui m'attirait, ce qui me plaisait, cet esprit de corps, deuxième famille. J'ai commencé à être sélectionné assez jeune en étant toujours à l'US Garassi, le club de Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai intégré les équipes de France moins de 19 ans, moins de 21 ans. Les catégories ont changé depuis. Et finalement, je suis allé à Pau. J'ai commencé à m'entraîner à Pau alors que j'étais toujours en junior à Garassi, parce qu'ils voulaient déjà me recruter, mais je voulais pas intégrer les filières classiques de sport-études, etc. Et je faisais mes études donc à Pau et ça a été un peu le piège. Voilà, je commençais à m'entraîner avec l'équipe de la section paloise en junior et je rentrais le week-end à Garassi. Et l'année d'après, je me suis dit pourquoi pas essayer une année, parce qu'il y avait pratiquement toute l'équipe de France qui allait jouer, les joueurs de l'équipe de France qui allaient jouer à Pau en junior échelle. Et donc je me suis dit pourquoi pas intégrer cette équipe junior avec Jean Anturville qu'on regrette notamment, et qui m'a fait signer à la section. On a gagné le titre de champion de France en junior, mais pour moi voilà, je partais 1 an et puis je revenais à Garassi. C'est un peu ce que je m'étais dit. Et en fin de saison, on m'a proposé, c'est Jacques Brunel qui était entraîneur de la section paloise à l'époque, avec André Lestor qui était le président. Il me propose un contrat pro et ça m'a un peu tombé dessus. Je m'y attendais pas du tout parce qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient aussi bons voire meilleurs que moi.
Et je m'attendais pas à cette proposition, donc ça a été une décision difficile à prendre, oui, parce que je savais pas si ça allait me plaire. Donc, Imanol, il y a ce premier contrat pro un peu surprise à la section paloise qui va lancer une très longue carrière professionnelle, surtout à ton poste. 17 saisons au plus haut niveau. On va y revenir. Donc, il y a cette première aventure paloise grâce à laquelle tu vis les premiers moments en bleu. Au carrefour entre deux générations très marquantes, t'arrives, toi, en 2002 en bleu avec tout de suite une super aventure avec un grand chelem à la clé. Qu'est-ce que tu gardes, toi, de cette découverte de la grande équipe de France, de ces grands joueurs avec lesquels tu as évolué, de cette première année 2002, qui est quand même une année marquante du rugby français? Ben pour moi, c'était un rêve éveillé. Ça allait quand même très très vite, puisqu'à 20 ans, je signe mon premier contrat pro. À 21 ans, je suis à la veille de mes 22 ans, je connais ma première sélection, donc c'est quand même allé très très vite. Et je m'imaginais jamais un jour jouer déjà en équipe de France, même quand j'ai commencé en pro, c'était pas un objectif. C'était quand même, tout ça était quand même très très loin. Déjà d'être un joueur professionnel et de jouer à la section paloise en première le samedi, pour moi c'était un rêve. Donc d'intégrer l'équipe de France quelques jours avant mes 22 ans, c'était assez incroyable, surtout voilà avec une génération de papa, hein, Fabien Pelouse, Raphaël Ibanez, Jean-Jacques Renca, Olivier Magne, Serge Betsen qui m'ont surtout ouvert les bras, qui m'ont encadré parce que moi j'étais un bébé, hein. Et Jacques Brunel qui m'a fait confiance avec Bernard Laporte à un poste de numéro 8 quand même qui requiert certaines responsabilités. Et d'attaquer comme ça sur un tournoi 2002 où en plus on fait un grand chelem, par moment, je pense que tu réalises pas ce qui se passe. Tu te dis que c'est facile et que tu vas gagner ça chaque année. Je suis vraiment plu, voilà, parce que je suis quelqu'un aussi qui fonctionne à l'affect. Et même si la marche était haute et que c'était un autre monde, voilà, c'était une sorte de petit cocon, en tout cas, dans lequel on m'a mis, dans lequel je me suis bien senti et qui m'a permis de pouvoir m'exprimer. L'affect, je rebondis là-dessus, ça a été quand même un des fils rouges de ta carrière, dans tes choix. Après la section paloise et cette découverte de l'équipe de France, il y a cette aventure au BO exceptionnelle avec 10 saisons, des titres, la génération des Galactiques. Qu'est-ce qui t'amène à aller au BO? Il y a forcément de l'affect, je le comprends, mais c'est des joueurs, c'est des rencontres, c'est le projet. À quel moment tu décides de rejoindre le BO et comment? Ça a été une décision malgré tout très difficile à prendre parce que j'étais quand même... Surtout quand t'es né à Bayonne. Mais quand t'es né à Bayonne, d'une part, même si j'ai quand même toujours porté les couleurs de l'US Garassi, à savoir le jaune et le noir, j'ai jamais été plus pour l'Aviron que pour Biarritz. Alors c'est marrant que t'en parles parce qu'à l'époque, forcément, j'étais quand même aussi lorgné par l'Aviron bayonnais. Il y a eu quelques rendez-vous, mais l'Aviron jouait aussi en Pro D2. Ça aurait pu être un choix, mais le choix de quitter la section, c'était surtout pour jouer à un étage supérieur et essayer de gagner un titre. Jouer la Coupe d'Europe aussi, parce que pour moi, c'est une ascension assez logique, même si j'étais quand même très très bien dans mon jardin à Pau, puisque je suis quand même en équipe de France. On fait un grand chelem en 2002, un autre grand chelem en 2004. Tout ça en jouant à la section paloise. J'étais quand même dans mes petits souliers. Et je pratiquais quand même un bon rugby, j'étais en confiance. Et quelque part, partir, c'était aussi me mettre en danger, mais j'avais envie d'essayer de gagner un titre et de jouer la Coupe d'Europe, voilà, pour progresser et puis aussi me jauger à des joueurs peut-être plus performants. Et en parallèle du BO et de cette aventure au BO là qui dure 10 ans, il y a le pic de ta carrière en équipe de France, une carrière très riche, 82 sélections. Bon, bien sûr, 3 grands chelems, 5 tournois. Ce que tout le monde retient, les amoureux de rugby, comme ça spontanément, c'est cette aventure 2011 qui a quand même beaucoup marqué les esprits. T'as joué plusieurs Coupes du Monde. 2003, c'était loin en Australie. Il y a 2007 en France. Ce qui est assez surprenant, c'est que bizarrement, on se souvient un peu moins de cette édition française, hormis le fameux quart contre les Blacks délocalisés à Cardiff. Voilà, il y a des moments très forts en équipe de France.
Il y a la connaissance de 2 générations, puisque je le répète, tu as été quand même un lien entre ces 2 générations, entre le moment où tu es arrivé et le moment où tu es parti. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure en bleu dans ta construction d'homme, les meilleurs moments? Qu'est-ce que tu peux retenir de ça? Ben, l'équipe de France, c'est une aventure extraordinaire, exceptionnelle. J'ai beaucoup plus savouré, ou en tout cas pris la mesure de la chance que j'avais de jouer en équipe de France, mais plutôt sur la fin, parce que justement j'avais conscience que je tirais mes dernières cartouches. Quand on est dans une carrière, qu'on enchaîne le championnat, la Coupe d'Europe, les tournées d'été, les tournois, on n'a pas le temps de s'arrêter sur ce qu'on est en train de vivre, malheureusement. Donc finalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'années qui sont passées très très vite et sur lesquelles j'ai pas eu le temps de m'arrêter. Et sur la fin, je me suis rendu compte de la chance que j'avais de jouer en équipe de France, de pouvoir représenter mon pays, puis de vivre ces moments exceptionnels, notamment l'ambiance qu'il peut y avoir sur le tournoi des 6 nations. Et bien sûr, comme tu le disais, une aventure un peu particulière. À chaque fois, c'est une Coupe du Monde parce que, outre le fait que pendant 4 ans, on bataille pour être sélectionné et participer à cette Coupe du Monde, c'est une aventure aussi pendant laquelle on vit des moments très forts. Ça peut être très dur aussi à vivre quand ça marche pas, comme ça a été le cas en 2007 en perdant le match d'ouverture, ou en 2011 pendant les phases de poule. Et derrière, la force du groupe, le fait de se responsabiliser, de devenir acteur un peu du projet et de se prendre en main, de vivre une aventure humaine incroyable. C'est ce qui s'est passé en 2011, voilà, avec des joueurs expérimentés. On savait qu'on allait certainement pas vivre une autre Coupe du Monde à 31 ans pour ma part. Et finalement, on est passé d'une Coupe du Monde où on était quand même assez catastrophique et où chacun vivait dans son coin à une prise de conscience collective et une aventure humaine et sportive incroyable où on a chuté sur la dernière marche. Mais ça a quand même été avant tout une aventure très enrichissante humainement. Donc après avoir parlé de l'aventure exceptionnelle au BO, de cette carrière en bleu, il y a la carrière en bleu qui s'arrête pendant que tu es toujours au BO, et puis il y a la descente du club en 2014 qui t'amène à arriver à Toulouse. Alors ça, je voudrais m'y arrêter parce que ça fait partie des choses qui m'ont marqué à ton sujet. J'y reviendrai tout à l'heure et j'expliquerai pourquoi. Mais j'imagine que ce choix, il est pas évident pour toi à ce moment-là, parce que il y a le cœur attaché à cette aventure au BO. J'imagine une forme d'animosité avec Toulouse, entre guillemets forcément, parce que vous avez tellement bataillé les uns contre les autres pendant ces années fastes. Comment tu te décides à tourner cette page du BO pour aller te lancer un dernier défi à Toulouse? Alors ça a été très 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 dur, ouais. D'une part parce qu'à Biarritz, les dernières saisons, elles ont été compliquées et que depuis 2010, 2011, 2012, on bataille quand même pour le maintien. En 2012, on gagne le challenge, donc c'est l'arbre un peu le challenge européen. Et on se qualifie pour la Coupe d'Europe, mais c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'on finit quand même 12e, je crois, du championnat. Donc c'était compliqué parce que chaque année, on perdait des joueurs. Et finalement, les autres clubs aussi se renforçaient d'année en année. Donc on voyait qu'on n'arrivait plus à batailler. Et puis cette dernière saison-là, 2013-2014, qu'on a joué dans des conditions dantesques, il y a eu beaucoup de matchs à la pièce. Et finalement, les matchs qu'on gagnait d'1 ou 2 points les années précédentes, on a commencé à les perdre. On n'a pas pris de ratés, mais on a perdu pas mal de matchs, notamment à domicile. D'1 ou 2 points. Et puis voilà, toutes les grosses écuries mettaient la grosse équipe pour venir à gagner à Biarritz. Donc ça a été compliqué à vivre. Pas mal de joueurs aussi en fin de contrat. Moi, j'étais en fin de contrat et c'était difficile moi, à ce moment-là, en plus, ça fait 2 ans que je bataille avec un genou. En rentrant de la Coupe du Monde, la fin de 2011, je me blesse à un genou et derrière, ça a été compliqué de revenir à mon meilleur niveau parce que j'avais un genou très douloureux que j'ai pas su bien soigner. Donc je me pose la question aussi, enfin je me pose pas, je prends la décision d'arrêter de ma carrière parce que pendant 3 jours après les matchs, je pouvais plus jouer, plus marcher, je pouvais plus rien faire. Donc c'était comme ça de semaine en semaine, ça commençait à être un peu compliqué à vivre moralement. Donc je prends la décision même d'arrêter de jouer. Donc là on est fin de saison 2014
Et je suis en vacances. Et tu as déjà 33 ans. J'ai 34 ans. J'ai 34 ans et je suis en vacances et je suis un peu aigri à vrai dire parce que finir sur une jambe c'est quand même compliqué. En plus avec la descente du club. Et il y a Monsieur Guy Noves qui m'appelle quand je suis en vacances et qui me dit qu'il veut que je rejoigne les rangs du Stade Toulousain. Alors pour te rejoindre, c'est vrai que c'est le Stade Toulousain et Biarritz, on s'est quand même accroché pendant des années, notamment au début des années 2000 où on jouait la suprématie. Donc bon, chacun défendait son beefsteak, comme on dit. J'avais pas que des copains dans le vestiaire toulousain, même si j'avais quand même quelques amis avec lesquels j'ai joué en équipe de France. Et puis avec Guy, on s'est aussi accroché au sens propre du terme, puisque après pendant les matchs, on s'est accroché. Dans des réceptions d'après-match aussi, on s'est accroché. Une fois, on s'est accroché par le callback. Donc voilà, chacun défendait son beefsteak et c'était marrant quand même qu'il m'appelle. J'étais assez surpris. Et finalement, c'est lui qui m'a fait confiance. Je lui ai dit, Guy, moi, je cours pas après un contrat. Voilà, j'ai 34 ans, j'ai fait ma carrière, je suis sur une jambe, j'ai un genou qui me fait très mal et j'arrive même plus à courir. Et il m'a posé une question, il m'a dit, je veux juste savoir si t'as encore envie de jouer. Et donc quand il m'a dit ça, forcément la flamme, elle s'est rallumée. Mais en même temps, j'ai accepté, c'était vraiment un challenge, plus qu'un challenge. Ça relevait du miracle parce que je savais même pas si j'allais pouvoir être une seule minute sur le terrain d'Ernest Vallon. Et finalement, c'est au moment où ça devait le moins se faire que j'ai signé à Toulouse parce qu'il y avait eu 2 approches par le passé, avortées, où René Bouscatel voulait me faire signer. Et finalement, c'est l'année où René ne voulait pas me faire signer que Guy Noves m'a fait signer au Stade Toulousain, pour la petite histoire. Et j'ai vécu, oui, notamment une première saison et finalement une deuxième derrière assez fabuleuse parce que j'ai pu réathlétiser mon genou, retrouver un niveau de jeu assez énorme. Et moi, quand j'ai signé à Toulouse, voilà, je sais que j'allais me donner les moyens de tout faire pour essayer, en tout cas, de rejouer au rugby déjà. Oui, ce niveau-là, je l'espérais même pas. Donc, ça a été assez incroyable de vivre ces 2 saisons à Toulouse, alors que je pensais que le rugby était terminé pour moi. Et quand je t'écoute, si tu dois te retourner sur cette carrière, parce que je connaissais moins bien l'histoire des débuts, où finalement tout ça te tombe un peu dessus, il n'y avait pas d'attente particulière de ton côté par rapport au rugby pro, à une projection de carrière. Je connais ta famille, les racines très fortes de la terre, et puis même après, quand tu as évolué dans ta carrière, tu as été très vite ouvert à d'autres choses, tu as eu des business, t'es allé chercher à l'extérieur du rugby tout un tas de compléments. Est-ce que finalement, c'est cette ouverture d'esprit et la légèreté avec laquelle tu as pris le rugby dans ta vie qui t'a permis de le vivre aussi bien? C'est une bonne question que je me suis pas posée, Philippe. Mais j'ai toujours pris ça avant tout comme un jeu. Mais alors attention, parce que j'ai toujours aussi haï la défaite. Donc, et j'ai toujours haï de pas réussir. Donc autant je l'ai pris comme un jeu, mais autant c'était toujours pour gagner. Donc je me suis toujours énormément donné les moyens de travailler dur pour réussir parce que voilà, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments quand même très très compliqués, mais voilà, il y a eu 2 choses. Ça a été le leitmotiv de prendre du plaisir et de jamais rien lâcher dans les moments difficiles. Je pense après voilà, quand on se retourne, on se dit qu'on a fait un petit bout de chemin, ouais, finalement, parce que 17 ans de professionnalisme, c'est pas rien. Et je me vois encore la première fois où je porte le maillot de l'équipe de France à Cardiff. Je me disais que c'était certainement la première et dernière fois parce que je venais pallier la suspension de Olivier Magne. Donc finalement, ouais, ça a fait un joli bout de chemin. Écoute, un joli bout de chemin qu'on a tous pris beaucoup de plaisir à suivre pendant 17 ans. Donc, Emmanuel Arinardoki, on a été ensemble pour les destins du rugby. Donc, 2 fois champion de France, 2 fois finaliste de la H-Cup, 5 tournois, 3 grands chelems, 3 coupes du monde. Voilà, une carrière immense et on a été très heureux de pouvoir revenir dessus avec toi. On te remercie pour tout et je te souhaite une belle soirée. Merci Philippe. Merci Sud Radio, à bientôt. Salut mon pote. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.